le monde connaît, j'imagine, et que je remercie d'être venu jusqu'à Sabre pour participer à nos modestes rencontres dans les ruraux. Et donc, je ne vais pas le présenter longuement, juste dire que c'est quelqu'un qui s'est très impliqué dans ces territoires qui nous intéressent depuis longtemps, qui a récemment été le commissaire d'une exposition à Venise, à Biennale, qui précisément portait sur ces questions, et c'est à ce titre que nous sommes très intéressés de l'entendre. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai centré cette intervention sur le travail que j'ai fait avec un collectif de jeunes architectes qui s'appelle AJAC 14 pour la Biennale de Venise l'année dernière, une exposition et un livre d'ailleurs qui s'appelle Nouvelle Richesse et qui parle entre autres en fait des territoires ruraux. Alors moi pour me présenter en fait, moi je suis architecte urbaniste et je suis parisien depuis 30 ans. Et avec une forme d'exercice d'agence, puis d'enseignement, j'enseigne à Clermont-Ferrand, j'enseigne à Mendrisio, j'enseigne à Mère-Madeleine maintenant aussi, qui porte sur des territoires extrêmement divers. J'insiste sur le terme divers parce que je pense que je vais beaucoup parler d'interdépendance. Moi, ce qui m'intéresse dans les territoires ruraux, c'est d'arriver à associer des échelles très différentes, c'est-à-dire des choses effectivement très locales qui sont liées y compris des personnes en fait, qui échangent des choses et qui fabriquent des choses ensemble, et des questions d'échange avec d'autres territoires. Parce qu'en fait, le rural ne peut pas se définir y compris historiquement, sans les échanges en fait, qu'il entretient avec les autres territoires interruraux, et puis aujourd'hui, métropole rurale. On a vu d'ailleurs très récemment que dans les débats politiques, cette question du rapport entre les territoires ruraux, la périphérie des villes et les grandes villes est une question qui d'ailleurs à Libertis en fait suscite beaucoup de réactions. Donc moi j'habite Paris, ça c'est chez moi, c'est là où je suis né, ma première maison, dans Haute-Loire, donc moi je suis auvergnat, hein, c'est pas du tout le même type de paysage ici, je sais pas comment on fait, voilà, comme ça. Donc, comment on fait défiler les images? Normalement ça marche tout seul. Sinon je vais faire comme ça avec la souris, normalement clique 3. Ah oui, bon. C'est intéressant. On va pas rester fixé sur cette image qui est jolie, mais qui est assez peu narrative. C'est moi qui l'ai mis, cette image. J'ai ouvert mon document. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui est un peu féru de l'ordinateur, là, ça marche pas, c'est un PDF normal. Bon, c'est pas grave, je veux pas. On va résoudre la question, mais je peux quand même parler. Donc, ce qui m'intéressait. Ce qui nous a intéressé dans cette... ça va finir, oui, ah ben si là, ça il se passe des choses. Il faut relancer. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est quand même mieux plein écran, quoi. C'est un peu quand même un mode un peu... Voilà. Ah, très bien. Donc ça marche avec le... Comme ça. Voilà. Alors pourquoi je parlais d'interdépendance et pourquoi on a essayé de parler de nouvelles richesses, et que il me semble qu'aujourd'hui il y a une grande question qui n'est pas simplement une question de répartition des richesses, du genre il y aurait les grandes métropoles qui seraient riches et les territoires ruraux qui seraient pauvres, et il faudrait que la richesse aille des plus riches vers les plus pauvres. C'est pas simplement une question de solidarité, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on prend dans des territoires qui sont apparemment moins riches. Voilà, c'est pour ça que d'habitude je branche moi. Ok, merci. Et donc la question, c'est pas simplement en fait la question de solidarité entre des territoires qui ont des niveaux de richesse avec les critères, j'allais dire, conventionnels d'estimation de la richesse, c'est-à-dire en gros le revenu, la richesse financière, etc.
Donc ça aussi, c'est une question qu'on peut mettre en cause vers des territoires qui ont des richesses beaucoup plus latentes et qui sont tout aussi importantes, en fait, en termes de ressources, en termes de culture, en termes de vie sociale. C'est aussi la question qu'on a essayé de montrer dans Venise, le rapport qu'il y a entre ce qui se passe dans les territoires ruraux, notamment, ou périphériques, et là où je vais parler plutôt des territoires ruraux, en termes d'inventivité sociale, d'inventivité économique, et en quoi d'ailleurs ça rejaillit sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire en quoi ça peut servir. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, j'en parlais après, quand toutes les métropoles disent on va construire en bois parce que c'est écologique, il vient d'où le bois? Ça, c'est une vraie question. Donc on voit bien qu'en fait, à un moment donné, il y a un certain nombre de savoir-faire qui sont expérimentés et qui sont inventés et qui sont mis en place dans des territoires qui ne sont pas des territoires métropolitains, qui tout d'un coup deviennent utiles. Et cette générale. Alors, donc moi je travaille sur des territoires comme ça, pas à gauche, là, à la Défense, où la SNCF a vendu les terrains à 1500 € le mètre carré pour faire 2 milliards de valorisation sur, voilà, à côté de l'aéroport d'Orly, et puis des villages aussi, donc ça c'est notre expérience commune, et on tient beaucoup à préserver cette diversité de points de vue. Ma deuxième maison, j'insiste aussi là-dessus, parce que en Finlande, pays dont je parle la langue depuis près de 30 ans maintenant, et en fait, pourquoi je dis ça, c'est que je pense que dans cette approche rurale, c'est très important. On a vu tout à l'heure une approche comparative entre la Chine et de ne pas rester le nez collé dans le guidon, en tous les cas dans notre profession, et d'avoir une approche plus transversale. J'avais 25 ans à l'époque, mais on avait monté un groupe très militant pour refaire le schéma directeur de ce village, etc. Donc on a réussi, à l'époque, c'était le militantisme local loin, dans l'est de la Finlande. Donc il y a quand même, y compris à l'échelle européenne, pour rester à l'échelle européenne, des écarts en fait entre les territoires, des écarts de richesse, dans un monde en fait qui évalue, je reviens sur ce que je dis, qui évalue très mal en fait la question de la richesse, très très mal, puisque le discours qui consiste à dire les métropoles sont en compétition entre elles, c'est là où on regroupe la richesse, etc., ne prend pas en compte un certain nombre de phénomènes. Et ne prend pas en compte. Alors par exemple, j'ai une anecdote, j'avais dit que je la disais aujourd'hui, à Bordeaux, il y a un mois, j'étais au jury d'un concours qui s'appelle Bas Carbone, organisé par EDF avec la collectivité. Et donc la métropole de Bordeaux avait mis à disposition un terrain près du stade au nord, 10 hectares. Et donc il y avait 4 candidats qui répondaient. Donc l'idée c'était bas carbone, comment on baisse en fait pour le réchauffement climatique, comment on fait pour fixer le carbone et réduire en fait la consommation énergétique. Et il y a une équipe hollandaise qui s'amusait à faire un truc intéressant, qui a dit si on voulait faire zéro carbone en fait il faut arriver à compenser en fait en plantant avec le sol libre, avec les plantations, etc. Avec une consommation, aujourd'hui on est entre 7 et 10 tonnes par tête de pipe. Même en la réduisant en disant 2050, on consommera moins. Si on veut fixer le carbone qu'on émet, il faut 5 habitants à l'hectare. Ça, c'est la densité qui correspond en fait à un zéro carbone, 5 habitants à l'hectare. Donc ils avaient fait le test, ils avaient pris les 10 hectares, il y avait 50 habitants, puis ils se sont dit non, quand même 50 habitants, masse critique, c'est pas suffisant, donc on va prendre 350 hectares, c'est-à-dire de bord de lac jusqu'au marais qui est tout dessus. On vide tout, et puis on met 2000 habitants, et puis on dit il y a zéro carbone. Ce qui est intéressant, ça on le connaît, cette question-là on la connaît. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des élus de métropole qui ont dit ah oui, mais alors, dans la métropole, on ne peut pas faire zéro carbone, quoi. Dans l'enceinte de la métropole, parce que 2000 habitants avec un parc de 350 hectares, c'est pas la ville. Je dit bah non, on ne peut pas, non. Mais c'est pas grave. Accessoirement, j'aurais fait remarquer qu'il touchait de l'épaule et de la hanche un des plus grands massifs forestiers d'Europe, quoi. Mais ça, par exemple, ça, c'est pas dans le logiciel métropolitain. Le rapport avec le territoire qui est autour n'existe pas. Ce qui veut dire que d'un point de vue économique, d'ailleurs, c'est une chose qui va venir, il n'y a pas de compensation versée par des territoires qui créent de la richesse monétaire, mais des territoires qui, en fait, mettent à disposition une ressource non négligeable. Cette ressource-là, en gros, elle est gratuite aujourd'hui. Je travaille en Corrèze, c'est la question qui se pose.
On montre beaucoup du doigt les ruraux parce qu'ils se déplacent en voiture. Quand on fait le bilan énergétique de la Corrèze, on s'aperçoit que la Corrèze est très largement créditrice. Très largement créditrice. C'est un puits de carbone. Elle pourrait vendre ça à Paris, etc., etc. Donc, ça veut dire que la richesse, je parle juste, ça c'est juste un petit exemple sur l'énergie, sur le carbone. Déjà rien que ça, la richesse, elle est mal évaluée. Quand on dit que les métropoles sont très riches, c'est qu'on n'inclut pas, en fait, la dette qu'elles ont envers les autres territoires. Bon, sur ce même type de sujet, j'ai fait un rapport pour Sylvia Pinel sur les territoires ruraux avec 80 contributeurs il y a 1 an et demi, pour ceux que ça intéresse, qui parlent notamment de ces questions-là. À l'époque, on était ministre. Donc, à Venise, nouvelle richesse. Alors, pour recadrer ça, ce que je pense intéressant, c'est-à-dire c'est un peu décalé par rapport au sujet d'aujourd'hui et par rapport au contexte, mais néanmoins, la Biennale de Venise, c'est une espèce de truc où il y a tout le gratin mondial, une centaine de pays, avec un peu... c'est la version archi-star de l'architecture. Il se trouve que nous, on avait été choisis pour faire ça, dans un contexte, l'année dernière, où le commissaire principal de la Biennale, c'est un Chilien, Alejandro Aravena, qui avait dit, et c'était salutaire, c'est pour ça que moi j'avais participé avec beaucoup de plaisir à cette consultation, et donc on a été choisi là-dessus. Ce qui est intéressant, il y en a marre de parler d'architecture comme une espèce de coquetterie très chic, où on fait, je sais pas, Vuitton, 600 millions d'argent privé, mais en fait c'est de l'argent soustrait à l'impôt, donc il n'est pas complètement privé. Et non, parce que ça te fiscalise en fait, l'investissement. Enfin, c'est pas une fondation, c'est une manière de ne pas payer d'impôts. Hein. Donc c'est pas vraiment de l'argent privé, en fait c'est de l'argent soustrait à l'impôt. On fait la queue pendant des heures, on paye 15 € pour voir Picasso et Matisse, quoi, ce qui est quand même d'un niveau d'invention intergalactique et qui apporte beaucoup de choses à la culture internationale. Donc évidemment, pour beaucoup l'architecture c'est ça, d'accord ? Et ce qui était intéressant dans cette exposition, c'est qu'ils disaient, mais attention, en quoi les architectes, avec leurs outils et leurs disciplines, comme d'autres, participent en fait et répondent à des questions sociétales aujourd'hui, à des questions de répartition de richesse, à des questions d'inégalité territoriale, à des questions de démocratie, d'organisation sociale, de vie économique, etc., etc. Donc c'était très intéressant. Et on a décidé de montrer dans ce pavillon français, non pas les architectures que tout le monde voit dans les revues, donc des choses un peu plus discrètes. On a fait un appel d'offres. Alors on a choisi de ne pas parler de notre travail, ce qui est déjà une originalité, parce que les commissaires parlent d'eux-mêmes. Donc on était une quinzaine, parce qu'il y avait les jeunes et moi. Moi je faisais le vieux, je faisais les jeunes, ils étaient toujours jeunes, donc c'était plus facile pour eux. Non, parce que c'était la consultation, ils voulaient un architecte confirmé et des jeunes. C'est la mode. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais avec eux, puis on s'est très bien entendu. D'ailleurs, c'était très collaboratif, très intéressant. C'était déjà en soi un exercice de faire les choses à plusieurs, à une vingtaine, très riche. Et on s'est dit, on fait un appel d'offres, puis on choisit, puis on monte des projets partout en France. On monte des lieux qui sont des lieux plutôt ordinaires. Donc on a eu 250 réponses, on en a choisi 110. Il y en a 12 qu'on a montrées de manière beaucoup plus fine, et d'autres qu'on a montrées de manière plus légère, parce que c'est une question plutôt d'exposition. En essayant d'identifier des expériences où, non pas les architectes, mais l'architecture, j'allais dire, c'est une transformation d'un lieu, il y a un avant et un après, il se passe quelque chose, ça peut être un espace public, ça peut être un bâtiment, avait fait beaucoup plus que de répondre à une commande, quoi. C'est-à-dire avait refabriqué, réinterrogé un tissu de relations entre des citoyens, des hommes politiques, des entreprises, des acteurs divers et variés, et où l'architecte était un maillon parmi d'autres, en fait, de cette collaboration. Alors il y a aussi beaucoup d'écoles qui ont répondu, c'est intéressant, on s'aperçoit que les écoles d'architecture, c'est pour ça que moi je suis très optimiste, donc les jeunes futurs concepteurs, sont extrêmement présents sur les sujets
qui ne sont pas encore présents dans la commande institutionnelle. C'est-à-dire, ils anticipent. En gros, les écoles sont pionnières, quoi. La question du rural, d'ailleurs, elle vient plutôt beaucoup plus des écoles que du milieu professionnel lui-même, qui préfère concentrer ses efforts, évidemment, sur les commandes où il y a beaucoup d'argent et où c'est facile. Et voilà. Donc, ce travail est collaboratif. On travaillait avec des collectifs de photographes en plus, donc on était très nombreux, qui ont fait des repérages. Vous voyez, c'est des territoires très différents. Là, je vais plutôt parler d'exemples ruraux, mais il y a aussi des villes, des territoires de banlieue, des Cherbourg, Saint-Denis. Donc, c'est des exemples relativement simples. Alors, il y avait d'une part l'idée de donner de la visibilité à des expériences qui, pour être modestes, n'en sont pas moins importantes, ne serait-ce que pour des raisons, j'allais dire presque manifestes et pédagogiques, de dire oui, c'est des sujets d'architecture, oui, c'est des sujets pour les architectes, parce qu'il y a des besoins, déjà rien que dans un cadre, j'allais dire, presque ordinaire. Par exemple, la question ici, c'est une petite agence qui s'appelle Gence, et qui fait 5 logements intergénérationnels dans un petit village de Moselle, où à un moment donné, comme dans beaucoup de villages, la question c'est les gens âgés qui partent, parce qu'ils vont en maison de retraite, les jeunes qui n'ont pas forcément assez d'argent pour acheter une maison, qui ne savent pas comment se loger, etc. Donc ils ont fait un petit mode de logement très modeste pour 5 foyers, des gens âgés, des gens jeunes, qui habitent ensemble dans ce village. Aussi pour démontrer que, en gros, dans l'espace rural français, il se passe des choses extrêmement exigeantes à tout point de vue, y compris en termes de programme. Ici, il s'agit d'une maison de retraite dans un petit village près de Dunkerque, qui a été posée en fait dans le centre-ville, et qui est faite de telle manière qu'on passe entre, c'est pas un gros bloc dont on fait le tour, comme à côté, là. En fait, c'est des maisons, quoi, et on passe entre les maisons, c'est à côté de l'école, et il y a une sorte de partenariat qui a été fait entre les enfants de l'école qui entretiennent les jardins des papis et des mamies qui font les confitures pour la cantine de l'école. C'est une espèce de chose comme ça, un peu sympathique, mais qui montre que, en fait, faire un projet, c'est pas juste répondre à une commande et faire un projet, c'est fabriquer un contexte et c'est éventuellement rebondir sur des liens entre les gens qui peuvent échanger des choses, fabriquer de l'espace public dans ce cas-là, c'est-à-dire un espace qui est partagé, où les gens peuvent effectivement se rencontrer. Et l'infrastructure, c'est aussi un sujet. Ici, pour dire que c'est un ouvrage contre les crues, à l'origine, qui normalement devrait être un ouvrage d'ingénierie un peu anodin, qui en fait devient une promenade où les gens du village vont se promener à la campagne, ou bien ici, dans le périurbain près de Marseille, le pays de la Durance, un peu au nord de Marseille, où les gens se déplacent beaucoup en voiture et finissent par oublier un peu dans quel paysage ils se meuvent. Une intervention très très simple qui concerne juste à faire un lien, enfin à créer un parking et faire le lien vers le village où il reste encore quelques commerces pour les faire vivre, et accessoirement la passerelle qui va du parking au village traverse l'ancien canal de Provence, qui est un lieu magique. Donc des interventions extrêmement modestes, mais ce qui nous intéressait de montrer là-dedans, c'est que elle restaure la dignité, quelque part, elle montre la dignité en fait, de ces lieux, qui sont souvent assez oubliés, en tous les cas, dans ce type de manifestation. Alors après, on s'est beaucoup concentré sur la question des savoir-faire. Je parlais tout à l'heure, quand les métropoles veulent construire en bois, comment elles font. C'est pas si évident la question. Actuellement, je travaille dans les Bauges. Donc les Bauges, c'est un parc naturel régional entre Chambéry, Annecy, Albertville, en Savoie, à cheval sur la Savoie, la Haute-Savoie. Et par exemple, il y a un très beau massif forestier, quelques scieries, aujourd'hui, qui font plutôt des maisons dans un tissu local, quoi. Ce qui veut dire que comme s'il n'y avait pas de lien avec les villes qu'il y avait autour, c'est-à-dire cette question de qu'est-ce qui se passe à Lyon quand Lyon construit en bois. En fait, quand Lyon construit en bois, c'est pas compliqué, le bois il vient de Sibérie comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire parce que finalement, il y a presque une absence de confiance ou un défaut de confiance du territoire, en se disant si on pourrait en fait, on a une richesse, et cette richesse-là, on pourrait en fait la mettre à disposition de nos voisins, quoi.
C'est une chose qui est assez étrange et je pense qu'il est en train de changer d'ailleurs. Et qui... comment on utilise la pierre, ce bâtiment agricole en Normandie, je ne vais pas détailler. Par contre, je vais parler plus précisément de ça, parce que c'est assez intéressant. Donc là, on est dans les Vosges. Donc ça, c'est une initiative qui part de la commune, à l'origine, c'est les élus et les gens de la commune. Ils ont besoin d'un accueil périscolaire et d'une halle pour marcher. Et puis, c'est dans les Vosges. Donc la filière bois dans les Vosges se porte, on va dire, de manière très variable. Et en particulier, il y a toute une filière qui se porte très mal, qui est la filière feuillue. Les scieries, qui sont des petites scieries, sont en train de fermer. Donc le feuillu dans les Vosges, c'est le hêtre. Et très beau hêtre. Donc les hêtres, en gros, les hêtres sont coupées, les grumes partent en camion puis en bateau. Elles vont en Amérique du Sud, elles sont débitées en feuilles. Après, elles sont plaquées, elles vont dans d'autres usines dans une autre partie du monde. Elles sont plaquées sur du bois reconstitué et elles finissent chez Ikea, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez à Bayonne, chez Ikea, acheter un meuble, c'est peut-être un hêtre des Vosges qui a fait le tour du monde et qui se retrouve sur la table de salon. Et donc, ça rapporte très peu au territoire. Parce que c'est juste couper les arbres et mettre dans des camions, quoi. C'est pas quelque chose qui fabrique. Or, le problème du hêtre, évidemment, c'est pas un hasard. Le problème du hêtre, c'est que c'est pas un bois de construction fantastique, quoi. C'est compliqué de construire avec du hêtre. Et donc, les élus disaient, est-ce qu'on pourrait pas tirer parti de ce projet, puisqu'on a un projet à faire, on a un besoin, il faut un truc pour les gamins, on pourrait le faire en métal ou en parpaing. Donc, c'est un choix déjà, de dire, on pourrait se servir de ce projet pour interroger notre économie locale. Voilà. Donc il y a une sorte du coup de collaboration qui s'est créée entre l'architecte et les ingénieurs, les forestiers, les scieries, la chambre de commerce et d'industrie et le FCBA, enfin le centre technique du bois, pour, de manière très volontaire et très expérimentale, se dire comment on fait si on veut construire en hêtre. Or, c'est pas anodin. Vous voyez la halle et l'accueil périscolaire, une fois qu'il est fini, vous voyez la forme bizarroïde là. Ça, c'est une stratégie que je trouve très intéressante de l'architecte pour éviter les grands groupes, pour être sûr que ce serait des petites scieries qui allaient répondre, des petits charpentiers. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué, c'est petit. Si c'était petit et simple, il y a toujours une filiale de Bouygues pour répondre à un truc petit et simple. Tant qu'il y a un truc à faire, faisons-le, et en cassant les prix, en explosant les prix, en allant chercher le bois en Lituanie, et tout va bien. Si c'est compliqué, déjà les gars commencent à réfléchir parce qu'ils se disent, bon, alors, ce truc, ça a été une galère et tout, c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup d'argent, on va peut-être pas répondre. Par contre, le local, il a intérêt à répondre. Et donc, du coup, par exemple, typiquement, c'est une stratégie professionnelle, disciplinaire, de dire on fait une chose complexe pour orienter en fait la réponse économique. Et ensuite, ça s'est passé de manière très... Donc là, je ne sais plus, sur la photo, je vois qu'il y a un élu, l'architecte, un forestier et l'entreprise. Donc, aller repérer dans la forêt un certain nombre de choses, ce processus assez long. La scierie, vous voyez, c'est des petites scieries, c'est des scieries de petite taille avec moins de 10 salariés. C'est pas les gros monstres industriels qui sont utiles aussi, mais qui... Voilà. Et puis, donc, l'idée, ça a été, ce qu'on voit ici à gauche, ça a été de construire, de fabriquer une ossature, non pas avec des grandes pièces, comme on fait d'habitude. Là, par exemple, si on a une ossature, on fait des pièces... enfin, peut-être qu'on diviserait, mais en tout cas, on aura des pièces relativement grandes. De faire des cases de petite taille, qui répondent en fait à la question du bois, du hêtre, d'associer ça avec une isolation en paille sur des parois épaisses, et donc de fabriquer, ensuite on voit quand c'est fini, c'est-à-dire qu'on voit ces cases là, qui sont assemblées, donc de petites dimensions, ce qui correspond bien, et donc on a une ossature en hêtre, des parements en hêtre, et une isolation en paille. Donc je ne sais pas si ça répond pas forcément à
à ce que vous, ce matin, vous disiez, mais on voit bien que le processus, c'est pas... on a fait un truc, on a fait un concours, on a choisi l'architecte après. C'est vraiment un truc où ça part à l'horizontale dès le départ, où il y a les élus, les gens du village, qui pensent l'économie locale, les entreprises locales, l'architecte là-dedans, évidemment il a son savoir-faire, il a son métier, et c'est très... Enfin, nous, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que oui, c'est très utile, bien sûr c'est très utile, mais c'est dans un cadre complexe, où il y a toute une série d'acteurs qui interagissent. Et c'est un vrai projet, quoi. C'est un projet politique, en plus. C'est pas... Ça a du sens, ça a un sens collectif. Ce qui nous intéressait beaucoup aussi, sous le beau cadre de nouvelle richesse, parce que là on parle de richesse économique, enfin je veux dire qui se monétarise quelque part, enfin, on peut dire ça a coûté de temps, ça a créé, je ne sais pas combien d'équivalents temps plein, hein, ça a créé en fait de l'emploi. Mais il y a aussi la richesse sociale qui va avec, qui est absolument fondamentale. C'est-à-dire l'idée que le renouvellement, enfin moi je suis très engagé là-dessus, c'est la question de la démocratie qui est quand même extrêmement malade, à la fois très malade, on va dire, on est au chevet d'un grand malade, et en même temps complètement en pleine régénération. La régénération de l'activité démocratique républicaine, qui consiste à partager des choses, en fait, et à solliciter chacun autour de questions communes, parce qu'en fait c'est comme ça que ça fonctionne, et prendre des décisions ensemble, elle est bien à l'œuvre ici. Et ça, je pense, c'est absolument fondamental. Et c'est peut-être la plus grande richesse qui est créée par ce type de projet, encore plus que, j'allais dire, la richesse monétaire induite par le renouveau de l'activité économique. Voilà, bon, après, Ensuite, on a... Ça, c'est un village en Cantal. Alors, j'ai des petits films, mais je vais avant vous montrer le projet rapidement. Par exemple, ça, c'est un petit village. Il y a 200 habitants en tout, et il y a 50 habitants dans le bourg, dans une boucle de la Truyère. Donc, on est sur les flancs de la Margeride, dans le Massif central. Et c'est tout simple, c'est un village, ils avaient besoin de refaire le réseau d'égouts. Le truc typique. Donc à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que dans une économie tendue où il y a peu d'argent, parce que là, ils ont peu d'argent, ils ont des budgets ridicules, c'est pas des communes riches, c'est des communes pauvres. Ça veut dire que chaque fois qu'on dépense 1 euro, si on peut l'utiliser au mieux, c'est bien. C'est-à-dire que quelque part, la question de la sobriété, elle est à l'œuvre dans ces territoires-là. Et si un jour les autres, parce que moi je travaille dans les villes, c'est absolument une gabegie, c'est moins invraisemblable, et qu'on cache avec du greenwashing, ça permet de dépenser beaucoup n'importe comment en faisant croire qu'on est inventif, qu'on fait Paris par exemple, qui est quand même le grand spécialiste de ça. Et donc le fait d'avoir peu de moyens oblige en fait à être intelligent, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et à dire, tiens, si on dépense l'argent et pelleteuse au nez, on va tout exploser, ça serait peut-être intéressant de tirer profit de ça, de voir avec la communauté de communes si on ne peut pas avoir quelques financements complémentaires, et peut-être de retravailler notre espace public pour que ce soit un peu plus fonctionnel, un peu plus agréable. C'est un village qui mise beaucoup sur le tourisme, parce qu'il y a des circuits de randonnée, le tourisme à une échelle modeste, bien sûr, mais il y a des grands circuits de randonnée, qui veut ramener des habitants permanents dans le bourg. Si on avait un espace plus intéressant, alors donc ils ont transformé la commande, qui au début une commande technique, en un travail interactif. Ça a été fait en discutant avec les uns et les autres. Un architecte qui s'appelle Simon Tessou, qui est très très engagé, qui est un pionnier en France des questions d'engagement sur le rural, enfin pas un pionnier, mais en tout cas qui est très engagé, et qui, avec la commune, a contribué, donc à partir de ce truc technique au départ, à reconstituer des belvédères. Alors c'est des choses très simples sur la question, ça c'est par exemple c'est l'abri poubelle, des petites placettes devant quelques bâtiments emblématiques du village, la réorganisation du stationnement, tout ça avec des pierres locales. Donc c'est très économe, hein, il ne se passe pas grand-chose. Alors, ça c'est quand on a fait l'expo, on a été choisi pour faire l'expo en novembre, et l'expo c'est en mai, donc on avait 6 mois, et puis il fallait faire tout, on a tout fait en 6 mois, le bouquin, l'expo, tout, les enquêtes. Parce que
comment s'appelle-t-il, Aravena, il avait dit, c'est report from the front. Donc vous devez nous faire de report, c'est-à-dire le reportage, au sens reportage, au sens de rapport. Et donc on a choisi, nous les sites, on est tous allés, on a visité, etc. Et on avait le collectif Myope, qui est un collectif de documentaristes, qui travaillent pour Radio France et qui sont à la fois preneurs de son, photographes. Donc on est allé avec eux, on a échangé avec les gens. Ce qui veut dire qu'on est allé en février, comme là c'est moi qui étais sur le site, donc c'était la partie du travail. Donc on a des images de février, quoi. Alors tout le monde nous a dit « Ouais, c'est triste, c'est l'hiver ». Comme si l'hiver, ça n'existait pas, comme si l'hiver n'avait pas une poésie incroyable d'ailleurs. Moi je trouve cette image très belle, par exemple. Donc ça c'est les images de Myope, hein, toutes ces images. Et puis bon, l'architecte en douce nous a filé des photos d'été, quoi. aussi quand même, quoi. Donc on voit que c'est très simple, hein, c'est très modeste, mais ça... Alors ce qui est amusant, c'est que... Enfin, ce qui n'est pas amusant, ce qui est... Alors on est en Auvergne, on est au cœur de l'Auvergne, hein, c'est vraiment l'Auvergne profond. Et la maire nous a dit, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, depuis que c'est fini, personne nous a dit combien ça a coûté. C'est-à-dire qu'en fait... Non mais c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, ça, ce genre de choses, qui transforment quand même... Avant, c'était une espèce de machin d'asphalte défoncé, dégueulasse, où tout le monde se garait en travers d'une espèce d'arrière-cour et tout ça. Cette promenade maintenant qui est en belvédère là, sur ce paysage incroyable, qui est une sorte de jardin maintenant, même si on peut passer en voiture. Ça demandait quand même un petit investissement qui pour la commune est important. Mais il y a une sorte d'acceptation sociale de la transformation qui n'est pas si évidente en fait. Hein. Je prends un autre exemple qui est un équipement touristique d'hébergement. Alors ce qui est original, c'est que c'est des jeunes architectes issus de l'école de Clermont d'ailleurs, ils sont partis de Clermont, ils sont allés bosser à Paris, à Bordeaux, dans des grandes agences. Et puis au bout de 5 ans, c'est des gens très voyants par ailleurs d'ailleurs. Au bout de 5 ans, ils se sont dit non mais ça ne nous va pas, c'est pas la vie, on n'a pas envie de bosser sur le Forum des Halles. Parce qu'il y en a un qui a bossé sur le Forum des Halles. Enfin le toit, la canopée. Ils sont revenus dans leur village, ils ont acheté une ancienne carrière non constructible. En fait, ils ne savaient pas d'ailleurs que c'était complètement une ancienne carrière au début. Ils ont défriché eux-mêmes. Alors ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'ils ont défriché, ils sont allés voir le maire pour avoir une autorisation de construire. Le maire est allé voir le préfet a donné l'autorisation de construire avec le terrain évidemment constructible. Il a pris le risque, en fait, avec le projet économique qui était celui de construire des gîtes dessus. Et ils ont, en fait, fabriqué, donc vous voyez l'ancien trémie, ça c'est l'espace commun où il y a la cuisine et la salle à manger, ensuite il y a des petites cabanes. Et alors ils ont autofinancé un crowdfunding, notamment, puis avec de la famille. Ils ont d'abord autofinancé petit à petit, ils ont autoconstruit, ils ont fait le projet, ils ont eu la bénédiction des élus, en gros, pour arriver à réinstaurer là-dedans cet équipement. Et maintenant, ils sont gestionnaires c'est-à-dire ils sont hôteliers, quoi. C'est-à-dire ils coupent le bois pour le sauna, et ils changent les draps, et ils préparent les paniers repas pour les pique-niques. Tout ça, c'est disponible en ligne hein, sur leur site nouvellerechesse.fr, donc c'est très facile. Nouvelle Richesse, tout tenu au pluriel. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez et donc je vais terminer. Simplement pour dire qu'après, il y avait toute une série, en fait, on a eu toute une série d'exemples qui sont montrés de manière plus légère et qui montrent qu'il y a une extrême... ce type d'expériences qui sont très différentes, hein, parce qu'il y en a une, c'est plutôt monté tout compris, enfin, j'allais dire, par des jeunes qui une manière en fait de faire revitaliser un site. L'autre est plus, j'allais dire, beaucoup plus convoque beaucoup plus d'acteurs et beaucoup plus impliqués en fait dans le tissu économique local. Mais on s'aperçoit que ces expérimentations-là, en plus, que ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont extrêmement exigeantes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'attention aux lieux, d'attention aux personnes, d'attention aux acteurs économiques, etc. À chaque fois, c'est un regard extrêmement exigeant et qui moi, que je trouve, comment dirais-je, significatif.
Et voilà. Donc je suis obligé de couper, là je coupe, non, c'est mieux. Hein, c'est comme tu veux. non mais en gros j'avais terminé, c'est-à-dire que c'était juste un témoignage sur Oui. ce qu'on a pu faire, Oui, on a pu faire dans cette biennale. C'est très bien, on te remercie. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on s'apercevait en visitant les autres pavillons qu'il y a dans le monde, dans le reste du monde, il y avait beaucoup de choses de ce type. Donc c'est un mouvement de fond qui, je pense, est quand même très répandu. Merci.